mars 2011, l'explosion nucléaire de Fukushima provoque une onde de choc sur toute la planète et n'épargne pas la Suisse. À Berne, la décision tombe, le gouvernement veut sortir du nucléaire. Et ironie de l'histoire, c'est une conseillère fédérale argovienne, biberonnée à l'atome, qui vient l'annoncer. Techniquement, c'est possible, économiquement, c'est possible, et c'est aussi une chance pour le pays, pour un changement dans notre politique énergétique. Plus de nouvelles centrales donc, mais pas question de se passer de l'atome du jour au lendemain. Doris Leuthard propose un plan de sortie, c'est la stratégie énergétique 2050. L'objectif est clair, consommer moins d'énergie et consommer plus de renouvelables. Un projet beaucoup trop ambitieux pour les référendaires. Si on veut faire une révolution, si on veut faire un tournant énergétique, on ne peut pas dire à la population que ça ne coûtera rien. Il faut être honnête, il faut dire qu'il y aura des sacrifices et il faut dire qu'on attend ces sacrifices. Sinon, je m'excuse, mais c'est un peu de l'enfumage. Faudra-t-il alors s'habituer à prendre des douches froides hors de prix, comme le disent les opposants? Quels sacrifices les Suisses devront-ils faire pour sortir du nucléaire? Bon débat. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Il reste encore 2 semaines et demie avant la votation du 21 mai et le scrutin pourrait être historique si les Suisses décident d'enterrer l'atome. Mais les Suisses sont-ils prêts à faire leur révolution verte? On en débat avec vous sur les réseaux sociaux et avec nos invités. Philippe Roch, c'est l'ancien patron de l'Office fédéral de l'environnement. Il dira non le 21 mai car il estime qu'on a sacrifié le paysage sur l'autel de l'énergie. Olivier Feller, il représente le PLR ce soir et les milieux immobiliers favorables au projet. Manfred Buller, son parti l'UDC, a lancé le référendum. Il dénonce une étatisation de la politique énergétique. Roger Norman, socialiste, il mène campagne depuis des mois en faveur du projet et défend notamment le solaire en tant que président de Suisse Solar. Benoît Jeunecamp, c'est l'homme qui a fait hésiter son parti, le PLR. Ce projet, il n'en veut pas, trop cher et trop risqué. L'approvisionnement énergétique de la Suisse est en danger. Et puis avec nous de Berne, la présidente de la Confédération, Doris Leuthard. Si son projet passe le 21 mai, elle sera celle qui aura permis à la Suisse de sortir du nucléaire. Merci à vous tous d'être avec nous. Et en ce début d'émission, je vous propose qu'on s'arrête sur la question nucléaire puisqu'elle est à la base de ce projet. Doris Leuthard, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais en ce début d'émission, si vous parvenez à convaincre les Suisses le 21 mai prochain, ce sera une décision historique, sortir du nucléaire. Est-ce que c'est véritablement ça, votre ambition avec ce projet ? Oui, je pense, madame, c'est le bon moment. Si vous regardez un peu dans l'histoire, on avait dans les années 50 le charbon. Après, on avait le pétrole. Fin d'année 60, on a commencé avec le nucléaire. Et maintenant, je pensais le bon moment de vraiment augmenter les renouvelables. Les coûts aujourd'hui pour construire une nouvelle centrale nucléaire, ça dépasse largement les coûts pour les renouvelables. Aucun pays le fait vraiment si on aurait une alternative. Et la Suisse a des alternatives. C'est vraiment la chance pour les renouvelables. Et écoutez, aussi aujourd'hui, on n'a pas encore une solution pour les déchets nucléaires. Alors, je pense que c'est vraiment le bon moment de tourner la page et s'orienter vers l'avenir. Et ce sont aussi au niveau international les renouvelables. Benoît Jeunecamp, vous êtes le fer de lance du non en Suisse romande. Qu'est-ce que vous répondez à Doris Leuthard qui vous dit c'est le moment, saisissons ce moment qui pourrait être historique? Je dis que la question sur le nucléaire, elle a été décidée en novembre de l'année passée. Sur ce plateau, je crois qu'il n'y a personne qui conteste... Alors en novembre de l'année passée, c'était une initiative verte refusée par les Suisses à 54% pour sortir du nucléaire. Mais qui dit en gros qu'on va sortir du nucléaire quand les centrales aujourd'hui n'assureront plus le niveau de sécurité qu'on peut attendre. Ce n'est pas là l'objet de la stratégie énergétique. L'objet de la stratégie énergétique, c'est de dire, une fois qu'on a cet état de fait, qu'est-ce qu'on fait pour assurer l'approvisionnement du pays ? La Suisse, en matière d'électricité, est un pays assez particulier. On a toujours réussi à faire 100% de notre électricité. Comme d'autres, on est très dépendant pour les hydrocarbures. Pour l'électricité, depuis la révolution industrielle, on a fait 100% de notre production. Avec cette stratégie, ce n'est pas qu'on prend le risque, on sait qu'on va vers une diminution de cette sécurité de l'approvisionnement et une diminution drastique. Donc c'est prendre un risque avec une grande légèreté pour une dimension fondamentale, non seulement de l'économie, mais de la vie dans ce pays, puisque tout dépend de l'énergie. Donc on est en train de se lancer dans une aventure comme ça, un peu la fleur au fusil,
juste parce qu'après Fukushima, on a dit qu'il fallait sortir du nucléaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je dis les solutions qui sont proposées dans ce projet ne permettent absolument pas de dire aux Suisses votre approvisionnement en électricité, surtout en hiver, est garanti. Au contraire, on doit leur dire aujourd'hui on va dépendre des importations allemandes et françaises. Or, ces deux pays sont en plein bouleversement et rien ne nous dit qu'ils pourront nous fournir ou qu'ils voudront nous fournir dans 10, 15 ou 20 ans. Donc, c'est prendre un risque considérable. Roger Nordman, vous êtes le fer de lance du oui. En Suisse romande, qu'est-ce que vous répondez à monsieur Nordman? Il parle d'une décision émotionnelle, d'une décision légère après Fukushima. C'est vrai qu'on l'a beaucoup dit durant cette campagne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je crois que la décision est tout sauf prise à la légère ou émotionnellement, puisqu'elle avait l'objet de 5 ans de discussion. Donc les émotions, elles ont eu le temps de retomber. Maintenant, M. Jonathan oublie un phénomène fondamental, c'est le vieillissement des centrales nucléaires existantes. La plus jeune d'entre elles, elle a 33 ans, c'est Leibstadt. La plus vieille d'entre elles, elle a 48 ans, on a à l'arrêt depuis 2 ans, c'est Betznau 1. Et de toute façon, on sait que ces machines, elles vont s'arrêter. Là-dessus, on est d'accord. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand elles s'arrêtent ? La stratégie énergétique 2050, elle propose d'investir dans le renouvelable, dans l'ancien renouvelable, c'est-à-dire l'hydroélectricité à développer encore, et dans le nouveau renouvelable, c'est-à-dire la gamme solaire, éolien, géothermie, biomasse. Et avec ça, peu à peu, de développer notre capacité de production. Si, en cas de refus de la stratégie énergétique, eh bien, on n'aura pas cette capacité. Et quand les centrales tomberont en panne, eh bien, on devra importer le courant. Et on a vu cet hiver ce qui se passe. Il y avait Leibstadt. On devra de toute façon l'importer. Il y avait Leibstadt qui est tombé en panne. Il y avait Betznau qui est tombé en panne. La moitié de la production était out. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Suisse a importé. Et ce scénario va se généraliser si on n'accepte pas la stratégie énergétique. La stratégie énergétique, elle prévoit de déclencher une première vague d'investissement pour remplacer un peu plus que la moitié de la production nucléaire. Comme ça, quand les centrales tomberont en panne, on aura beaucoup moins importé que si on dit non, que si on n'investit pas, et il ne se passe rien du tout. Donc pour la sécurité de l'approvisionnement, chaque kilowattheure produit en Suisse, et c'est ce que veut la stratégie énergétique, est bon pour cette sécurité de l'approvisionnement. C'est pour ça qu'il faut voter oui. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. C'est difficile pour les opposants de dire qu'il ne faut pas produire ce renouvelable, puisque effectivement ça produit des kilowattheures. On va rentrer dans le détail de la loi, M. Gencan, on va rentrer dans le détail de la loi. Mais juste, si vous permettez, sur le nucléaire, parce que j'aimerais juste qu'on s'arrête sur ce principe en ce début d'émission. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut aller dans le sens de l'histoire, pardon. Ben, on y va. Moi, je leur réponds, il y a quelques nostalgiques en Suisse qui voudraient construire des centrales nucléaires de cette génération, mais ils sont peu nombreux et ils ne sont pas représentés ici. Donc, ce n'est pas la question. La question, on est d'accord sur la sortie. Vous dites non au nucléaire aussi. On dit qu'on va sortir comme les Suisses l'ont décidé, prudemment, au moment où ces centrales ne seront plus en activité. Moi, je dis simplement qu'on est en train de faire une politique industrielle avec ces renouvelables. Et M. Nordman parle de 3 renouvelables. En fait, il n'y en a qu'un, c'est celui qui défend très bien, c'est photovoltaïque. Et cette énergie-là ne nous servira à rien, parce qu'on produira en même temps que nos voisins allemands qui surproduisent. Donc on va produire une énergie à un moment où on n'en aura pas besoin, où les prix seront très très bas, et elle va encore concurrencer notre hydraulique. Donc c'est une mauvaise politique industrielle. Cette politique qui nous est offerte est mauvaise et n'assurera pas notre approvisionnement en hiver, parce que comme chacun le sait, il y a peu de soleil en hiver. Alors cette question toujours du nucléaire, Olivier Feller, votre parti, le PLR, dit oui, mais à une courte majorité. La décision a été prise en Assemblée des délégués par 175 voix contre 163. Et pourtant, ce n'est pas un projet très libéral. Il y a des taxes, il y a des subventions. Pascal Couchepin dénonce même un subventionnement à tout va. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pascal Couchepin fait peut-être preuve d'ultralibéralisme. Il me semble que ce projet est totalement compatible avec les valeurs libérales. Je crois que les enjeux sont en fait assez simples. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité en Suisse pour construire de nouvelles centrales nucléaires. Donc, comment remplacer l'électricité produite par ces centrales? C'est environ 35% de l'électricité consommée en Suisse. Alors, on peut importer de l'électricité de l'étranger, par exemple l'électricité produite en Allemagne dans des centrales à charbon, mais cela a évidemment contribué au dérèglement climatique, puisque les centrales à charbon sont très polluantes en termes de CO2. L'autre solution, c'est de construire en Suisse des centrales à gaz, mais à nouveau, on accroît la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Demandez voir à l'Ukraine si c'est si facile et si c'est si sûr d'importer du gaz du pays de Poutine. Ça ne doit pas être si simple pour l'Ukraine et ça ne serait pas très simple pour nous. Donc la solution qui subsiste, c'est de produire des énergies renouvelables dans notre pays. Comment encourager la production d'énergies renouvelables? On peut passer par la contrainte et l'interdiction. C'est un peu la solution générale préconisée, pardonne-moi Roger Nordman, mais préconisée par la gauche. Et puis l'autre solution, celle qui est retenue dans la loi sur l'énergie, eh bien, c'est l'incitation. C'est l'encouragement financier au travers
des facilités fiscales et des subventions. Donc nous avons ici un projet de droite qui, au travers de l'incitation, de l'innovation et de la responsabilité personnelle, veut favoriser la production d'énergie renouvelable, donc vraiment totalement compatible avec le PLR. Et c'est pourquoi toutes les sections cantonales du PLR, en Suisse romande, sont favorables à ce projet. Avec un parti divisé, raison pour laquelle ce soir nous avons 2 PLR autour de cette table. J'aimerais encore vous entendre, Manfred de Buller. Votre parti, l'UDC, c'est le seul parti gouvernemental à dire non, clairement non, à cette stratégie énergétique. Vous avez lancé le référendum. Vous venez d'un canton, celui de Berne, où il y a une des 5 centrales nucléaires de Suisse, celle de Mühleberg, qui va de toute façon fermer en 2019. Est-ce que ce n'est pas la preuve que l'atome est une énergie du passé? On ferme une centrale pour des raisons économiques? Eh bien, je crois que c'est la preuve simplement que le canton de Berne et son entreprise électrique, les BKV, pour ne pas les nommer, font preuve effectivement de réalisme économique parce que les contraintes qui ont été mises par l'inspection fédérale pour continuer d'exploiter Mühleberg au-delà de 2019 auraient coûté beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions de francs, et l'entreprise a simplement dit à ce tarif-là, nous allons trouver une alternative. Et je crois que ça montre que sans la stratégie énergétique, sans obligation, sans nouvelle interdiction, nous allons progressivement sortir du nucléaire. Et je rejoins totalement ce qui a été dit. Il n'y a pas de majorité politique pour construire une nouvelle centrale avec la technologie actuelle. Donc ne parlons pas d'un faux problème. Il n'y a aucune volonté politique pour construire une nouvelle centrale actuellement en Suisse. Il n'y a donc pas besoin de cette loi pour écrire une réalité qui finalement est déjà décidée. Doris Leuthard, c'est vrai, de toute façon, nos centrales nucléaires sont vieillissantes. On n'a pas besoin de ce projet, dans le fond, pour qu'elles soient fermées. Oui, écoutez, jusqu'à quelques mois, j'avais encore 3 demandes de nouvelles centrales nucléaires. Maintenant, on s'est retiré à cause des coûts. Je pense que c'est quand même important que la loi maintenant interdit de nouvelles centrales nucléaires. On a promis au peuple suisse. Je me suis engagée contre l'initiative des Verts qu'on arrête les centrales existantes très très vite. Et moi, je pense, je vais tenir ma parole. Et maintenant, on a inscrit dans la loi, c'est plus l'avenir. Il faut arrêter avec le nucléaire. Et en conséquence, j'écoute toujours. Oui, on est d'accord, on ne veut pas construire de nouvelles, mais j'écoute aucune alternative. Vous avez bien dit, madame, dans 2 ans, Mühleberg va finir sa production. Les Betznau, on ne sait pas, mais ça dure quelques années. Alors, il faut trouver des alternatives. Et si on perd du temps parce qu'on dit « cet élément ne me plaît pas, je ne fais pas des subsides », alors quelle sera l'alternative? J'écoute aucune recette. Aussi, pendant les 3 ans aux discussions au Parlement, on ne m'a pas présenté des alternatives. Et moi, je pense qu'il faut la loi pour encourager l'efficacité énergétique, pour encourager les renouvelables et pour donner une claire orientation. La Suisse sort du nucléaire, on utilise les alternatives. Alors on verra s'il y a un plan B du côté des opposants. Mais avant cela, j'aimerais vous passer la parole, Philippe Roch. Vous êtes un amoureux de la nature, vous avez été l'ancien directeur du WWF et pourtant vous dites non à ce projet alors que les Verts et les grandes associations qui défendent l'environnement y sont favorables. Pourquoi dire non? Vous avez utilisé 2 mots qui expliquent déjà cette position. Je défends la nature. La nature est sous pression depuis 60 ans. Elle subit des outrages énormes dus au développement, aux infrastructures. Et c'est grâce à une politique forte, défendue autrefois par des organisations de protection de la nature, qu'elle a pu résister. Qu'on a encore dans ce pays des paysages magnifiques, des biotopes extraordinaires. Il y a eu l'initiative de Rotenturm, votée par la population, pour qu'on sauvegarde ces paysages. Donc c'est une valeur très très importante. Et moi je suis très favorable à l'idée de cette stratégie, si vous voulez. Bien sûr à la sortie du nucléaire, mais on vient de voir qu'elle ne dépend pas du sort de la stratégie. Nous sortons de toute façon du nucléaire. Et puis l'idée de recourir à des renouvelables, bien sûr, j'y ai toujours été favorable. Mais il y a dans cette stratégie des articles qui affaiblissent la protection de la nature par rapport à des projets d'énergie renouvelable, en particulier les éoliennes, mais aussi l'hydraulique, ou éventuellement même le solaire en plein champ, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on y reviendra dans les détails. Donc c'est important que mon intervention, elle est en tant que défenseur de la nature. Je suis un peu le berger des grenouilles, l'ami des arbres, et c'est mon rôle ici. D'accord, on voit que les fronts sont divers, en tout cas du côté des opposants. Avant de poursuivre le débat, je vous propose de voir dans le détail sur quoi on votera le 21 mai. On écoute les explications de Jean-Marc Hélène. Sortir du nucléaire, diminuer notre consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables.
ce sont les 3 axes de la stratégie énergétique du Conseil fédéral. La sortie du nucléaire, tout d'abord. Le projet ne prévoit pas de calendrier. Les centrales seront débranchées quand elles ne seront plus sûres. En revanche, ce qui est inscrit noir sur blanc, c'est l'interdiction d'en construire de nouvelles. Le deuxième objectif, diminuer notre consommation d'énergie de 43% d'ici 2035. Comment y arriver ? En assainissant les bâtiments, 150 millions de subventions de plus seront à disposition. Plus d'argent également pour les entreprises qui remplaceront leurs appareils électriques par des installations moins gourmandes. Enfin, sur la route, les véhicules neufs devront être moins polluants. Développer les énergies renouvelables, c'est le 3e et dernier objectif de la loi. Une loi qui prévoit de produire 4 fois plus d'énergie renouvelable d'ici 2035. Comment ? Avec plus de subventions pour les investissements dans les énergies vertes, par exemple les éoliennes ou les panneaux solaires de votre maison. Des aides financières aussi pour les barrages qui actuellement ne sont pas rentables. Enfin, pour faciliter la construction de grandes installations comme les parcs éoliens, la Confédération les reconnaîtra désormais d'importance nationale. Tout cela a un coût. Les ménages devront passer à la caisse via une augmentation du prix de l'électricité de 0,8 centimes par kilowattheure. Alors pour remplacer le nucléaire, vous l'avez entendu, il y a 2 grandes idées dans ce projet. Tout d'abord, développer le renouvelable, on en a déjà parlé un petit peu, et puis réduire notre consommation. Je vous propose qu'on s'arrête tout d'abord sur cet objectif ambitieux, très ambitieux, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de réduire de 43% notre consommation en énergie d'ici à 2035, moins 43%. Madame la conseillère fédérale, c'est ambitieux, mais est-ce que c'est réaliste ? Oui, c'est très réaliste parce qu'ici, il faut vraiment faire la différence. On parle d'énergie et pas seulement d'électricité. Et dans le domaine d'énergie, on a un large potentiel d'être plus efficace, de consommer moins qu'aujourd'hui. On a commencé avec cette politique. Déjà, sous la conduite du collègue Ogi, on a construit une politique avec l'efficacité énergétique avec mon collègue Leuenberg. Maintenant, on renforce les mesures, notamment dans le domaine des bâtiments. 1,4 million ont un certain âge avec l'assainissement énergétique. On sait bien qu'on peut réduire largement la consommation énergétique, notamment réduire les énergies fossiles, parce que là, on importe 75% de notre énergie et c'est plutôt l'énergie fossile. La même chose, si vous regardez le deuxième pilier qui consomme beaucoup aujourd'hui, c'est le transport. Là aussi, on sait le développement technique avec les nouvelles voitures modernes. Ici, là, on a aussi un large potentiel que dans l'avenir, on va voir la voiture à 2 litres. On a maintenant les voitures hybrides, les voitures électriques. Ça va nous donner aussi un grand potentiel de consommer moins sans que la qualité de vie de chacun de nous soit vraiment affectée négativement. Et même dans le domaine de l'industrie de nos ménages, avec beaucoup des appareils, on a un potentiel énorme pour réduire la consommation sans que la qualité de vie souffre. Alors, sans que la qualité de vie souffre, c'est précisément ce que contestent les opposants à ce projet. Benoît Jeunecamp, j'aimerais vous donner la parole parce que dans votre tout ménage, c'est vrai que vous nous dites que la qualité de notre vie va être fortement concernée puisque vous dénoncez le retour à l'âge de pierre, vous dénoncez les douches froides, l'interdiction de la climatisation en été. Très franchement, Monsieur Jeunecamp, est-ce que vous y croyez vous-même à ce qui est écrit dans ce tout ménage ? Oui. En fait, ce qui s'est passé, je l'ai dit tout à l'heure... Il n'y a pas une part d'exagération, non ? Non. Alors, la mission principale d'un État, c'est d'assurer l'approvisionnement. Et vu qu'on prend cette décision un peu délirante d'abandonner cette mission fondamentale, alors on s'en invente une deuxième et une troisième. La deuxième, c'est de dire aux gens, je vous avais promis qu'en termes d'énergie, mon rôle d'État, c'était de vous fournir ce dont vous avez besoin. Maintenant, mon nouveau rôle, c'est de vous dire ce que vous allez utiliser. Donc, c'est le libéral qui parle. Ça, c'est le libéral évidemment qui parle. C'est le libéral. J'étais l'État qui devait assurer l'approvisionnement. Maintenant, je vois que je n'arrive plus à faire face. Je vais devoir importer.
Donc, je vous dis, à vous, citoyens, vous allez vous serrer la ceinture. 43%, c'est Ecopop revisité par l'État. Je veux dire, c'est énorme, 43%. Je dis ça avec toute amitié avec... C'est vrai que Doris Leuthard, j'aimerais bien que... C'est retourné aux années 60. C'est en fait la consommation de 1966. Doris Leuthard, une réponse. Oui, ça m'étonne toujours qu'une personne de l'économie dit que c'est pas possible. Hein. On a déjà fait la preuve, Monsieur Schenkan, depuis 2000 jusqu'à 2015. On a, en même temps où on avait une croissance de la population, une croissance économique, une croissance de la mobilité, on a déjà réduit notre consommation énergétique. On l'a stabilisé, Madame la Présidente, on l'a pas réduite, on l'a stabilisé. Je peux finir, Monsieur? Bien sûr. On a déjà réduit à 14,5% notre consommation énergétique. Et encore une fois, aujourd'hui, on a 75% d'importation d'énergie. Et ça nous coûte chaque année 28 à 30 milliards de francs. Alors, c'est dans notre intérêt, consommer moins et que aussi tout cet argent reste en partie en Suisse et pas en Arabie Saoudite, d'autres pays. Je pense que c'est vraiment l'intérêt de la Suisse. Ça donne impulsion à notre économie. C'est l'innovation pure et tout le monde peut contribuer. Alors, c'est vraiment remarquable qu'un radicaux conteste que l'efficacité énergétique, c'est pas possible. D'ailleurs, monsieur, c'est dans notre Constitution. L'efficacité énergétique, monsieur Genkan, vous y croyez pas? Non, c'est pas que je ne crois pas à l'efficacité énergétique, je ne crois pas au rôle de l'État dans cette question avec ses grosses papates. Que l'économie sache utiliser les ressources, ça, on en a fait la démonstration depuis longtemps. Elle n'a pas besoin de cette stratégie, elle n'a pas besoin du Conseil fédéral pour lui dire. Ici, on a un Conseil fédéral qui n'arrive pas à assumer son rôle d'approvisionnement et qui dit à toute la population, vous allez vous serrer la ceinture. Je répète, 43%. Je ne sais pas d'ailleurs d'où ce chiffre sort. Je pense qu'il sort juste du fait que pour essayer de faire tenir le tout, on a dit, voilà, il va falloir que les gens consomment la moitié moins. Alors Roger Norman, c'est vrai qu'avec une telle réduction, il y aura forcément des sacrifices. On est tenté de croire, en tout cas, M. Genkan. 43%, c'est énorme. Plus de la moitié, il faudra diminuer plus de la moitié de notre consommation d'ici à 2035. Alors, moins 43%, ce n'est pas tout à fait la moitié, d'abord. Et puis, deuxièmement, je crois que ce qui est très important, c'est de voir que, par exemple, pour le mazout de chauffage, que vous appelez d'ailleurs huile, mais enfin qui est du mazout, on a baissé entre 2000 et 2015, on a déjà baissé de 36% notre consommation de mazout. Et comment est-ce qu'on a fait? Une bonne collaboration entre l'État qui donnait des incitations et les privés. On renforce cette politique et comme l'a dit très justement la présidente de la Confédération, si on a déjà atteint moins 36% de mazout, eh bien, on va pouvoir atteindre, pour le mazout, faire largement mieux que ces moins 43%. Et, comme il l'a dit, ça réduit la facture énergétique, parce que toute énergie qu'on arrive à économiser par un investissement initial, eh bien ensuite elle soulage le porte-monnaie parce qu'il n'y a plus besoin de l'importer, il n'y a plus besoin de l'acheter chez M. Poutine ou en Arabie Saoudite. C'est ça le principe de cette stratégie. Je comprends que ça ne plaise pas à M. Rushdie, le président de l'UDC, parce qu'il est aussi président de Swiss Oil, l'association des vendeurs de mazout. Alors c'est logique que les vendeurs de mazout, quand ils voient qu'on réduit notre consommation de mazout, ils ne soient pas très enthousiastes. Mais moi je ne défends pas les vendeurs de mazout, moi je défends l'intérêt général. Et de rendre notre parc... Vous défendez le solaire parce que vous êtes président de Suisse Solaire. J'assume l'hôpital qui se fout de la charité. J'assume tout à fait. C'est celui qui a réussi le plus gros hold-up en matière de lobbying ces dernières années, qui fait des reproches à la partie adverse. J'assume tout à fait ma position de l'énergie solaire parce que le solaire... Oui, parce que c'est bon, parce que vous êtes du bon côté de la force. C'est toujours le problème avec les socialistes. J'assume tout à fait ma position de président de Suisse Solar parce que le solaire arrive gratuitement en Suisse. Il n'y a pas besoin de payer les rayons de solaire en envoyant de l'argent de Poutine en Arabie Saoudite. Manfred Buller, j'aimerais vous entendre aussi sur cette question parce que vous dénoncez vous aussi à l'UDC, Monsieur Norman, vous le disiez, Monsieur Rushdie, votre président, est très actif sur ce dossier. Vous dénoncez, vous, l'étatisation de la politique énergétique. Absolument. Je crois que l'État, effectivement, Benoît Genkan l'a dit, n'a pas à nous prescrire ce que nous devons faire ou ne pas faire en matière d'utilisation de l'énergie, que ce soit pour se chauffer, que ce soit pour se déplacer. Très concrètement, Monsieur Buller, que l'État vienne voir chez vous comment vous consommez. Doivent me prescrire ou d'abord me contrôler pour constater est-ce que je corresponds aux standards que l'on souhaite ou est-ce que je n'y corresponds pas. Et si je n'y corresponds pas, qu'est-ce qu'on va m'ordonner comme mesure, par exemple, pour changer un chauffage qui consommera trop de mazout, pour par exemple m'obliger à isoler un immeuble qui, d'après les normes des ingénieurs payés par l'État ou peut-être par moi, viendront me dire votre immeuble est trop inefficace. J'ai par exemple un immeuble que j'ai hérité suite au décès de mon père, 3 appartements. Aujourd'hui, j'utilise à peu près
6 000 litres de mazout par année pour chauffer ces 3 appartements. C'est donc tout à fait dans la moyenne, plutôt même basse actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà assaini les fenêtres et le toit. Je devrais encore assainir la façade si je voulais avoir un immeuble tip-top, nickel, en ordre, mais ça coûterait quelque chose comme 100 000 francs. J'ai fait chiffrer ça par un architecte. Et si l'État vient me dire, Monsieur Buller, votre immeuble, votre façade n'est pas isolée, vous devez encore économiser quelques milliers de litres de mazout par année avec ça, eh bien, je serai obligé de dépenser 100 000 francs, mais je récupérerai 2 à 3 000 francs si j'ai beaucoup de chance d'économie d'énergie. Et ce jour-là, eh bien, je serai obligé en tant que propriétaire de faire quelque chose qui n'a pas de sens économiquement. Et c'est là que je dénonce cette stratégie. Surtout, parce qu'elle va dans cette vous n'avez direction. pas attendu la stratégie énergétique pour Absolument. commencer à assainir votre J'ai pas eu besoin bâtiment. que l'État me dise de faire cela. Alors parce que je précisément, on a un réfléchis. représentant des milieux immobiliers ici, Olivier Feller. Vous êtes non seulement conseiller national, mais aussi directeur de la Chambre vaudoise immobilière, et également secrétaire général de la Fédération romande immobilière. Alors c'est vrai qu'une des mesures phares de ce programme, c'est l'assainissement des bâtiments. Il y a 150 millions de plus sur la table pour assainir les bâtiments. Forcément, vous êtes favorable. Ça fait plus d'argent pour les milieux immobiliers. Oui, je suis favorable à cette mesure incitative qui peut pousser les propriétaires à adopter un bon comportement, puisque ce bon comportement privé peut conduire à la réduction de la consommation d'énergie, ce qui s'inscrit dans l'intérêt collectif. Je crois que cette posture-là, favoriser l'incitation pour atteindre un objectif, eh bien cette posture-là, elle est propre au Parti libéral radical, elle est souvent aussi propre à l'UDC dans d'autres dossiers, et c'est pourquoi les milieux des propriétaires en Suisse romande défendent la loi sur l'énergie. Vous savez, C'est important, hein, je crois, parce que 40%... Pardon, monsieur. Pas en Suisse allemande. Les milieux des propriétaires en Suisse allemande sont assez fortement défavorables à cette stratégie. Par il y a contre, manifestement une différence est aussi culturelle. favorable. L'association des locataires, comme celle des propriétaires, sont favorables à la stratégie énergétique. Alors, j'ose. Je vous en prie d'un mot parce les que vous avez... associations des propriétaires en Suisse romande sont favorables à la stratégie énergétique et l'association suisse alémanique, le Hauseigentümerverband, eh bien reste neutre dans ce débat, combien même le président est un conseiller national UDC. Comme quoi, parfois, l'intérêt général peut aussi animer un conseil national UDC. Alors précisément, parlons de l'intérêt général. Benoît Jeunecamp, je voulais vous entendre là-dessus. Madame Leuthard le disait, vous représentez aussi un peu les milieux économiques ce soir, comme membre du Parti libéral radical. L'économie est divisée. Économie suisse a laissé la liberté de vote. Le lobby des PME, l'USAM, est pour. L'industrie des machines suisse même dit non. Comment est-ce que vous expliquez une telle division ? Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle de taxes sur le CO2 et l'électricité de 2,3 milliards par année. Progressivement, on a augmenté ces taxes sans jamais que la population puisse se prononcer, ce qu'elle va faire maintenant, et c'est très bien. C'est comme si on avait augmenté finalement de 10% la TVA sans poser la question. Ces 2,3 milliards, ils profitent quand même à des gens qui sont très bien introduits. 2,3 milliards, c'est quoi exactement ? 2,3 milliards, c'est 800 millions sur le CO2 et 1,3 milliard, si on dit oui, sur la taxe sur l'électricité. Ça fait 2,3 milliards. 2,2. Et en fait, c'est distribué à relativement peu de gens, mais que c'est des gens qui sont très bien introduits à Berne. Les représentants des milieux immobiliers, les vendeurs de photovoltaïques, les paysans, tous les producteurs d'électricité dans les barrages qui ont obtenu un petit sucre à 180 millions. Bref, il y a relativement peu de gens qui bénéficient de la manne, mais ils sont très bien organisés. Puis de l'autre côté, on a les 4 millions de ménages suisses, dont on dit un peu cyniquement parfois, c'est ce qu'a fait une fois M. Nordman dans un débat avec moi à la radio, que les gens ne savaient pas combien ils payaient d'électricité, donc on pouvait bien leur rajouter quelques centimes par-ci, par-là. Donc d'un côté, vous avez, et c'est typique bernois, hein, d'un côté, vous avez des gens très bien organisés, super bien outillés, qui font un lobbying d'enfer, qui obtiennent l'argent, qui n'auraient jamais voulu qu'on vote. Hein, je vous rappelle juste ça, si l'UDC n'avait pas fait ce combat, tout le monde aurait été très content qu'on passe ça sous le tapis, que la population continue de payer sans savoir finalement ce qu'elle avait pour son argent. Puis de l'autre côté, finalement, vous avez beaucoup de gens, et puis ils sont moins bien organisés. Doris Leuthard, qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Jeunecamp ? Tout d'abord sur ce chiffre de 2,3 milliards, dit-il, que va nous coûter ce projet. C'est vraiment une bêtise, je ne peux pas utiliser un autre mot. La loi sur le CO2, c'est en vigueur depuis 2008. On ne change pas la loi.
avec l'accord de Paris, on va augmenter encore les mesures qui sont en place. Et Monsieur Schoenkamp, vous savez exactement que ce n'est pas une taxe, c'est 100% remboursé à l'économie et aux ménages. Le programme bâtiment, qui est aussi installé depuis 2008 avec les cantons, aussi là, c'est une incitation. Et dans la loi, c'est même limité en temps. Jusqu'à 2025, on a encore ce programme. Après, c'est les standards pour le domaine de construction des cantons qui sont encore là et les incitations fiscales. Alors, je pense qu'il faut vraiment rester dans la loi qu'on vote et dans la réalité. Ce qui est dans la loi, c'est vraiment l'augmentation des coûts pour l'électricité. Pour ces 0,8 centimes par kilowattheure, ça coûtera aujourd'hui et demain, pour un ménage, c'est 40 francs. En total, pour la Suisse, c'est 450 millions de plus. Alors, c'est ça qu'on vote et toutes les autres choses qu'on ne vote pas. C'est faux ce que vous dites. Madame Leuthard, on reviendra sur ces chiffres parce qu'ils sont contestés. Mais d'un mot, ce que vous disiez dans le fond, Monsieur Schoenkamp, et c'est ce qui a été dit aussi durant cette campagne, c'est que vous avez vous auriez acheté certains secteurs à coût de subventions. Les milieux immobiliers, on vient d'en parler. Les paysans aussi, le lobby de l'hydroélectrique. Qu'est-ce que vous répondez à ça d'un mot ? C'est pas juste non plus. Dans la loi, toutes ces incitations, ces subsides qui existent déjà en place aujourd'hui. Ce qu'a fait le Parlement, on donne 0,3 centimes pour l'hydroélectricité. Et je pense que c'est un bon investissement. L'électricité hydraulique, c'est vraiment une perle de la Suisse. Il faut la garder. Ils ont des situations difficiles. C'est ça ce qu'on a fait. Tous ces subsides sont déjà là. On les adapte et c'est même limité en temps. Aujourd'hui, si on vote non, on a aussi ces subsides, mais illimités en temps. C'est ça la réalité. Très bien, Madame. C'est une émission spéciale votation. C'est une émission où les temps de parole sont calculés. Le camp des partisans a passablement d'avance. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur le camp des opposants. Je vais vous poser une question très simple. Je commence avec vous, Manfred Bühler. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre vie quotidienne ? Vous nous avez parlé de votre logement pour réduire votre facture énergétique. Vous me disiez que dans votre commune, dont vous êtes maire, la commune de Korteberg, vous allez implanter des éoliennes, c'est juste ? Alors rien n'est décidé, il y a un projet qui se discute depuis environ une année maintenant avec... Et les habitants de la commune de Korteberg qui tremblent ce soir. Ah, pas du tout, ils n'ont aucune raison de trembler. Je crois que le Jura bernois a déjà fait beaucoup pour l'énergie éolienne puisque nous avons le plus grand parc éolien tout près de ma commune, jusqu'à la commune voisine de Courtelary, sur les hauteurs de la chaîne de la montagne du Droit. Et l'idée là serait avec le partenaire qui a déjà construit les éoliennes existantes d'en implanter une de plus dans le prolongement du parc actuel. Je suis personnellement favorable à étudier cela. Je n'ai aucune opposition de principe à cela. Si c'est bien accepté par la population concernée sur place, par les agriculteurs, les habitants du lieu, je n'ai aucun souci avec ça pour contribuer aussi un petit peu. Mais je crois que l'objectif qui est dans la loi, respectivement pas dans la loi, mais qui devrait donner une contribution d'à peu près 1000 éoliennes pour produire 10%. On va revenir là-dessus. C'est juste pour vous poser la question de ce que vous faisiez concrètement en fait, pour réduire votre facture énergétique. Je vous pose la même question, Philippe Roch, d'un mot. Qu'est-ce que vous faites pour réduire votre facture énergétique ? Je crois que vous êtes un exemple en la matière. J'espère être un exemple. J'ai beaucoup investi ces dernières années. Actuellement, j'ai un chauffage à la maison qui est totalement renouvelable et avec des bûches de bois. Donc, une partie, je l'ai fait même moi-même. Et puis, je produis 10 fois ma part de consommation électrique, c'est-à-dire la consommation suisse divisée par 8 millions d'habitants, par des panneaux solaires photovoltaïques que j'ai installés sur le toit d'un manège. Donc, mon gros péché énergétique, il est encore au niveau du déplacement automobile et je le réduis le plus possible. Je prends beaucoup les transports publics et je vais beaucoup à pied. Voilà donc ma part, je l'ai faite. J'espère effectivement, ça montre que c'est possible. D'accord. Benoît Schoenkamp, d'un mot, qu'est-ce que vous faites pour réduire votre facture énergétique ? Alors, je n'ai pas voyagé en avion depuis 10 ans. Non, très bien. C'est incroyable. Voilà. Madame Leuthard, c'est un modèle, ce monsieur Schoenkamp. J'ai pas besoin de prescription étatique. Et vous, Madame Leuthard, qu'est-ce que vous faites pour réduire votre facture énergétique au quotidien ? Je pense vraiment dans le domaine de la chaleur, on peut faire beaucoup de choses. Les lampes avec le LED, je pense. Et vous, concrètement, à part rouler en Tesla,
qui n'est pas... Ça, je fais. J'ai des panneaux solaires. Notre chauffage a vraiment un système sans d'énergie fossile. On consomme vraiment pas beaucoup d'électricité. D'accord, très bien. Je vous propose d'avancer dans ce débat. On a vu qu'il y a différents projets qui sont mis en place dans cette révision pour réduire notre consommation énergétique. L'autre grande mesure, c'est de développer les énergies renouvelables. On en a déjà parlé en ce début d'émission. Et là aussi, l'objectif est très ambitieux puisqu'il s'agit de quadrupler la production des énergies renouvelables d'ici 35, quadrupler la production des énergies renouvelables d'ici 35. Alors, Doris Leuthard, d'un mot, concrètement, comment est-ce qu'on va faire cela? Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre des panneaux solaires sur tous les toits de Suisse et des éoliennes dans tous les champs? Dans la loi, ce sont des objectifs qu'on aimerait atteindre, mais on n'a pas des obligations ou un plan industriel, comme c'était dit. C'est vraiment volontaire. Hein. On a des incitations avec ces mesures de financement, mais chaque commune, chaque investisseur doit décider lui-même s'il veut aller vers le solaire, le photovoltaïque. Si une commune comme celui de M. Buller accepte un parc des éoliennes. Là, on n'intervient pas, c'est tout garanti. Ce sont des procédures démocratiques, mais on a un potentiel. Encore une fois aussi, avec le changement climatique, je pense qu'il faut vraiment réduire l'énergie fossile. Et on a un potentiel indigène ici en Suisse, et c'est mieux que ces investissements sont tous à l'étranger. Alors, et, sur la question des éoliennes, excusez-moi, Madame la Présidente. Plus de biomasse, le bois, du solaire, là on a le potentiel le plus grand. Alors, potentiel indigène, dites-vous, notamment du côté des éoliennes. Philippe Roch, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui vous dérange dans les éoliennes, dans le fond? Alors, il y a un potentiel éolien, c'est certain. Ce qui me dérange, il y a deux choses qui me dérangent. D'abord, c'est une forme de production d'énergie qui reste très centralisée. C'est-à-dire que des éoliennes produisent à certains moments de très grandes quantités d'énergie, et puis les 2/3 du temps, pas du tout. Ce qui veut dire qu'au point de vue, disons, de l'efficacité, ce n'est pas bon parce qu'on vous devez avoir des très grosses lignes à haute tension pour transporter l'énergie quand elle est là, et puis les 2/3 du temps, elles ne servent à rien. Ça, c'est un premier défaut des éoliennes, si vous voulez. Leur gros défaut, pour moi, c'est évidemment les atteintes au paysage. D'après les chiffres qui ont servi au message du Conseil fédéral et aux prévisions qui sont annoncées ici, on propose 4 TWh ou 4,5 d'éoliennes, ce qui veut dire 1000 éoliennes, disons, ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend. Aujourd'hui, il y en a 34, on passerait à 1000, c'est ce que vous nous dites. Hein. Et malheureusement, pour forcer le passage de ces 1000 éoliennes, la loi prévoit un affaiblissement de la protection de la nature par rapport à ces installations. La loi, en général, la protection de la nature est relativement faible, mais enfin, elle a une valeur d'intérêt national, au moins pour les paysages d'importance nationale, ces fameux inventaires IFP, à peu près 10% du territoire suisse est là-dedans. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des projets de construction dans ces paysages protégés, ils sont possibles, mais il y a toujours une pesée d'intérêt qui est faite, notamment par une commission fédérale qui est spécialisée là-dedans. Or, la loi prévoit deux choses qui sont négatives par rapport à cette pesée d'intérêt qui permet d'autoriser des projets acceptables, mais aussi de refuser d'autres. Elle affaiblit donc la valeur de la protection de la nature, ou bien elle augmente, si vous voulez, la valeur des renouvelables en leur donnant un intérêt national. Et ensuite, elle restreint notamment le temps alloué à cette commission fédérale et aux offices fédéraux pour donner leur avis sur des projets. Ce qui veut dire que la commission fédérale a 3 mois pour se prononcer. Comme les projets sont souvent très complexes, parce qu'il y a tout l'aspect énergétique, l'aspect paysager, etc., ça va être sous une pression énorme qui devront prendre leur décision. J'ajouterai une petite chose quand même. Alors d'un mot, parce qu'on a bien compris votre position, pour M. cette Roch. commission fédérale, qui est donc chargée de la protection de la nature, mais déjà aujourd'hui, malgré le fait que la nature a un statut élevé, 75% des projets d'installation qui sont proposés dans les sites d'importance nationale sont finalement acceptés parce que soit ils sont bons tout de suite, soit on les négocie
et à la fin, D'accord. ils sont acceptables. Alors, Ça sur- montre la sur situation cette question, actuelle monsieur n'est Roch, pas sur un cette empêchement question, complet. monsieur Norman, si vous pouvez répondre à monsieur Roch sur la question des éoliennes. Bien volontiers. D'abord, 1000 éoliennes, est-ce que c'est un objectif réaliste ou pas? à mon avis, il se fera moins à la fin parce que l'hydroélectricité et le solaire se développent plutôt plus vite, sont mieux acceptés par la population. L'éolien est plutôt moins bien accepté par la population. Et en fait, on ne va pas décider de ça de façon centralisée à Berne. Ce n'est pas une commission à Berne qui va décider ça. En réalité, on est dans un pays démocratique. Les communes présentent leur plan d'aménagement qui doivent respecter la loi. Et puis ensuite, c'est possible d'avoir un référendum communal. Et il y a de nombreuses votations. Dans mon canton, la commune de Daillon, elle a dit non, eh bien, il n'y aura pas d'éolienne à Daillon. La commune de Valorbe ou les communes de la vallée de Joux, enfin le Sentier, ont dit oui. Eh bien, c'est possible de construire des éoliennes. Je sais bien que M. Roch aimerait empêcher ça de façon centralisée. Mais, à mon avis, la démocratie locale, elle a une certaine valeur dans notre pays. On peut la respecter. Donc, je ne vois pas quel est le problème. Il faut quand même rappeler une dernière chose, c'est que les éoliennes, elles ont un avantage. C'est qu'elles produisent plus d'électricité en hiver. Et ça permet de soutenir nos barrages. Et puis, les moments où elles en produisent trop, eh bien, on remonte cette électricité en pompant de l'eau dans nos barrages. Et comme ça, on a plus d'eau dans les barrages quand on a besoin d'électricité. C'est assez J'aimerais simple. qu'on voit ensemble un chiffre juste sur les énergies renouvelables, parce que c'est vrai qu'on parle de ces énergies renouvelables qui devraient en fait remplacer le nucléaire. Et vous allez voir ces chiffres. Les énergies renouvelables aujourd'hui en Suisse, c'est seulement 2,6%. Madame la conseillère fédérale, comment est-ce qu'on va faire pour remplacer 33% de notre électricité qui dépend du nucléaire quand on voit que la part du renouvelable dans notre pays, c'est seulement 2,6%. C'est vraiment pas grand-chose. On est très en retard par rapport aux autres pays européens. L'année dernière, madame, c'était déjà 4,5%. Alors ça augmente très vite. On a un potentiel et je pense ce qui est maintenant important, dans le passé, on n'avait pas besoin de plus d'électricité parce que le nucléaire et l'hydroélectricité, c'était suffisamment de production. Maintenant, on sait qu'il faut investir dans les renouvelables. Et là, on voit chaque année que ces investissements sont là. Et le potentiel est là. Et moi, on a 40 000 projets sur la liste d'attente. On a beaucoup d'encouragement, beaucoup de volonté de beaucoup d'investisseurs qui veulent lancer un projet, qui veulent commencer à produire d'énergie renouvelable. Et je suis très, très positive parce qu'aussi, en même temps, les prix baissent chaque année. On voit que les prix deviennent très attractifs pour les renouvelables. Et c'est pour cela aussi que le financement pour les renouvelables, c'est limité en temps. L'année dernière, aussi au niveau mondial, les investissements dans les renouvelables ont déjà dépassé les investissements pour l'énergie conventionnelle. Benoît Jeunecamp, le développement des énergies renouvelables, est-ce que ce n'est pas une vraie chance pour l'économie qui va pouvoir miser sur l'innovation, qui va pouvoir créer des emplois? Si c'était bien fait, peut-être. Le problème qu'on a, en fait, c'est que on a décidé de sortir du nucléaire et tout à coup, parce que c'était dans l'air du temps, on a voulu forcer certaines énergies. Et Roger Norman l'a dit de manière... qui sont très, très favorables à ce projet, parce qu'elles vont pouvoir développer précisément le solaire, l'éolien, etc. Je vous l'ai dit, il y a 2,2 milliards, donc il y a forcément des gens qui sont contents. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est bien pour la population? Est-ce que c'est intelligent? Et en fait, quand on dit le renouvelable, notre renouvelable suisse, c'est l'hydraulique. Et avec cette agitation qui est au niveau européen, où il n'y a pratiquement plus un investissement qui est fait dans la production d'électricité sans que l'État y mette sa patte. Mais dans ce projet, il y aura aussi des subventions pour l'hydraulique. Oui, mais alors, c'est des subventions qui sont effectivement aujourd'hui gaspillées. Je reviens là-dessus, mais je vais juste parler 2 secondes du solaire. Le problème qu'on a avec le solaire, c'est qu'on est en train de singer la politique de nos voisins allemands. Et on va produire une énergie en été principalement, à un moment où on n'en a pas besoin. Juste pour prendre un exemple, on a déjà 1700 mégawatts de puissance de solaire installés. C'est pratiquement la puissance des 3 centrales les plus petites. Vous savez ce qu'ils ont produit en janvier? Ce n'est pas 2% qu'ils ont produit en janvier, c'est 0,2%. Parce que le problème du solaire, c'est qu'il ne produit pas au moment où on en a besoin. Or, on est en train de gaspiller de l'argent qu'on devrait effectivement beaucoup mieux utiliser dans l'hydraulique. Mais alors là, je dis juste une chose. Moi, j'étais totalement contre cette aide à l'hydraulique de 180 millions, parce que pour l'instant, elle est donnée sans aucune condition. On ne sait pas de quoi l'argent, finalement, à quoi il va servir dans l'hydraulique. On ne sait même pas s'ils vont faire des investissements avec. La branche, il a juste demandé de l'argent qu'elle a obtenu, mais n'a aucune raison de penser qu'elle va effectivement investir dans l'outil de production. Sur l'hydraulique, c'est 120 millions, non? C'est pas 180, monsieur C'est Norman? 120 plus 60. D'accord, 120 plus 60. Mais juste d'un mot sur le solaire.
l'immense avantage du solaire, d'abord, c'est qu'il produit le jour. Or, on consomme beaucoup plus d'électricité la journée que la nuit. Le deuxième avantage, c'est vrai qu'il est très faible en janvier, mais à partir de mi-février, il est très fort. Et à mi-février, en Suisse, il n'y a pas encore beaucoup d'eau dans les rivières parce que la fonte des neiges ne commence pas. C'est l'hydroélectrique qu'on importe, on est d'accord. Vous pouvez une fois me laisser finir une phrase, s'il vous plaît. Donc, en mars, en avril, il y a encore très peu d'eau dans les rivières, mais il y a déjà un très fort rayonnement solaire, ce qui permet de compléter l'hydroélectricité et d'utiliser les réserves hydroélectriques, celles qu'on a dans les barrages. On a 1 mois et demi de consommation stockée dans les barrages quand ils sont pleins, de les concentrer sur le cœur de l'hiver, quand le solaire est faible et quand il y a peu d'eau dans les rivières. Et puis ensuite, à partir de mi-février, mars, avril, mai, on a une très forte puissance solaire qui permet d'utiliser moins les réserves. Et puis ensuite, c'est la fonte des neiges en plein été. Là, c'est l'hydro qui est fort. Il n'y a pas de risque de blackout, monsieur Norman. D'un mot. Le risque de blackout, madame, on l'a si on n'investit pas pour la production en Suisse. C'est ce que propose M. Genecamp. Avec sa logique, on n'aurait jamais construit la Grande Dixence, puis on aurait encore des trains au charbon parce qu'il se serait aussi opposé aux efforts du Conseil fédéral pour électrifier les chemins de fer. Alors, je vous propose d'avancer dans le débat parce qu'il faut... Alors, d'un mot, M. Genecamp. Moi, ça m'amuse toujours d'invoquer nos ancêtres. En fait, on est juste en train de faire une politique, finalement, un peu aveugle, qui ne réglera pas, je le répète, notre problème hivernal. Est-ce que vous auriez fait la Grande Dixence? C'était la question que vous posez, M. Norman. Bien sûr, j'aurais fait la Grande Dixence. Nos aïeux avaient une grande vertu, c'est qu'ils ne dépensaient l'argent que de manière extrêmement économique. Ils n'auraient jamais dilapidé cette fortune dans le photovoltaïque. Je sais que ça passionne M. Norman, mais ça ne nous servira à rien pour la sécurité de notre approvisionnement. Alors, je vous propose précisément qu'on s'arrête quelques minutes sur le coût de ce projet. Il y a des chiffres très différents qui ont été articulés dans cette campagne. 40 francs par an et par ménage selon les partisans, 3200 francs selon les opposants. Alors, il y a quelqu'un probablement qui est de mauvaise foi, je ne sais pas qui. Doris Leuthard, vous dites 40 francs par ménage et par année. Sur quoi est-ce que vous basez vos chiffres ? Je me base sur vraiment cette loi qu'on vote. Les adversaires, notamment l'UDC, calculent aussi des investissements dans le réseau électrique. Ils calculent des investissements à la langue pour moderniser les barrages ou quoi que ce soit. Alors, ils calculent un peu l'ensemble de ce qui pourrait arriver dans les années qui viennent. Et on vote sur la loi maintenant. Et dans la loi, c'est vraiment l'augmentation de la redevance pour les renouvelables et ça coûte 40 francs. C'était aussi correctement attribué des experts. D'accord, et ça c'est l'augmentation. Le réseau électrique, il a son âge, mais ce sont une modernisation qui va venir oui ou un an. C'est normal qu'il faut toujours moderniser le réseau électrique. Donc ces 40 francs par ménage et par année, ça correspond à ces 0,8 centimes de plus qu'on paiera pour notre kilowattheure. On paiera davantage pour notre électricité. Monsieur Buller, du côté des opposants, on dit 3200 francs par ménage et par année. Ça semble totalement délirant. Le fossé qui est entre ces deux chiffres, 40 d'un côté, 3200 de l'autre. Sur quoi vous vous basez pour donner ce chiffre ? Eh bien, cette différence, ça représente la différence entre le paquet 1 actuellement, qui est en votation. Sur lequel on vote. Les 40 francs, effectivement, je ne conteste pas ce chiffre. Et puis la réalité... C'est intéressant, ça, vous ne contestez pas ce chiffre, mais en tout cas, dans votre tout ménage, vous parlez de 3200 francs. Je vais vous expliquer d'où vient ce chiffre. Et par année. Parce que ces 3200 francs, c'est la réalité, c'est l'entier de la réalité. Parce que j'ai un peu le syndrome de la mini-jupe en ce moment. Madame Leuthard nous fait un magnifique discours et explique très bien son projet, elle le défend, c'est parfait. Mais elle nous cache l'essentiel. Elle nous cache l'essentiel, c'est que cette stratégie énergétique, elle dépend de plusieurs paquets. Le premier, il est en votation maintenant, il y en aura un deuxième et peut-être même un troisième. Et nous avons l'honnêteté de donner le chiffre complet, c'est-à-dire le coût des 3 paquets, avec toutes les mesures, les nouvelles taxes qui devront venir si on veut vraiment atteindre ces 43% d'économie d'énergie. Je vous donne un exemple pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne. C'est un peu comme si le comité du football club décidait on va faire un voyage aux États-Unis. Et puis il dit, on va décider ça en 2 paquets. La première décision, ce sera, on décide le voyage, et puis on achète le billet de train pour aller à l'aéroport de Genève. Puis le deuxième paquet, on en discutera après. On payera encore le billet d'avion Genève-New York. Vous pourrez toujours encore dire non au deuxième paquet si vous êtes d'accord. Mais ce n'est pas honnête de scinder ça en 2 paquets et puis de ne parler que des coûts du premier, parce qu'il faut voir l'ensemble du projet. Une réponse, Madame Leuthard.
Oui, naturellement, on peut toujours faire un pêle-mêle et je pense que ce n'est pas correct. On votera aussi sur l'AVS et personne ne va dire « Ah, il faut connaître tous les chiffres jusqu'à 2050 ». On vote pour l'AVS aussi pour une période d'une quinzaine d'années. C'est la même chose pour la fiscalité des entreprises, c'est la même chose pour l'armée. Vous êtes favorable. Je pense en Suisse, on a toujours des réformes étape par étape. Et donc là, on vote sur cette première étape, Madame la Présidente, n'est-ce pas? On vote sur cette première étape. Oui. Uniquement. Et la deuxième étape? On va voir. Pour le moment, il faut faire une deuxième étape après qu'on a ces subsides. Et après, il faut regarder si les prix des marchés pour les renouvelables sont correctement, si on peut se permettre, comme prévu dans la loi, qu'on finit maintenant avec les subsides, ce que veut le Conseil fédéral. Reste le réseau, la modernisation du réseau, c'est en cours. C'est même une tâche des communes. S'ils ont toujours investi dans le réseau électrique, alors ça coûte moins. Si on installe aussi des mesures avec le smart grid, ça, on peut économiser même d'électricité. Je me fais vraiment pas de soucis. Ce sont des investissements qu'il faut avec un oui et un non, c'est normal. Hein. Alors, une réforme qui, selon les opposants, se fera sur le dos de la classe moyenne. D'un mot, Monsieur Norman, là-dessus, qu'est-ce que vous dites? Ce qui coûte très cher à la classe moyenne, c'est si on maintient notre énorme dépendance aux énergies fossiles. La facture énergétique, c'est 25 à 30 milliards. Et ce que ce projet propose, c'est que peu à peu, la Suisse devienne plus efficace, gaspille moins d'énergie, parce que l'énergie, c'est quand même avant tout des coûts. Et pour l'énergie restante, on essaye de la récolter le plus possible en Suisse pour que la valeur ajoutée reste en Suisse. Ça me paraît une stratégie sensée. Et moi, j'observe que nos opposants, ils n'ont aucune stratégie pour nous expliquer d'où viendra le courant demain. Monsieur Buller, il n'ose pas dire qu'il veut investir des centrales nucléaires, mais en réalité, c'est ce que veut Monsieur Blocher. Ils l'ont dit aux Suisses allemandes. Monsieur Genecon, il veut rien du tout. Et Monsieur Roch, il veut du renouvelable, mais il veut l'implanter nulle part. On a une contradiction. À ces d'attaques personnelles infondées que vous laissez passer comme ça, c'est inadmissible. Alors répondez, Monsieur Philippe Roch. Dans le fond, la question, c'est de savoir quel est votre plan B. Je me bats pour les renouvelables depuis plus de 50 ans. Ouais. Donc on vient de me dire que je ne veux pas des renouvelables ou toujours ailleurs, c'est faux. Mais c'est quoi l'alternative, alors, d'un mot? Mais laissez-moi quand même répondre à M. Norman qui nous attaque de manière très personnelle, ce que je trouve extrêmement désagréable. Moi, je me bats contre les éoliennes parce qu'elles détruisent le paysage. Je ne suis menacé en rien par aucun projet d'éolienne. Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour ce pays, pour la beauté de ses paysages. Ça, c'est ma motivation. Maintenant, je suis favorable aux renouvelables. Je suis sur un point d'accord avec M. Norman, et c'est pour ça qu'il ne devrait pas soutenir cette stratégie, c'est que le solaire pourrait très facilement faire la part de l'éolien en plus de ce qu'on attend de lui. Il y a la place pour ça. On peut critiquer le solaire, mais par rapport à l'éolien, on peut se passer de l'éolien. En faisant du solaire à la place, on a un résultat bien meilleur. Avec des réseaux intelligents, Mme Leutard vient d'en parler, le prix du solaire aujourd'hui, il est quasiment au prix du marché. Si on arrive à le vendre sur des basses tensions, proches de la... Tout ça, j'aimerais bien qu'on puisse en parler. C'est ça. Moi, j'ai toutes les solutions pour la suite. C'est faux de dire qu'on les a pas. On n'a pas le temps ce soir de les exposer. Mais je les ai. Je n'ai aucune peur de ça. Par contre, j'aimerais quand même inviter les téléspectateurs à se faire une idée du monstre qu'on est en train de créer avec ce projet de loi. Lisez l'article 29 et l'article 30. Rien que ces deux articles. Puis essayez de dormir après ça. Bonne chance. C'est un monstre bureaucratique qu'on est en train de préparer pour 2035. Et vous allez voir ce qui va suivre pour 2050, puisqu'on parle d'une stratégie 2050. Je crois qu'un élément, peut-être aussi, on reproche toujours à l'UDC et aux opposants à la stratégie énergétique de ne pas avoir de plan. C'est quoi votre plan B? Je pense qu'on doit absolument se concentrer sur nos forces. Et nos forces en Suisse, c'est l'énergie hydraulique. On a des projets de différentes natures, que ce soit au fil de l'eau sur les rivières, que ce soit de rehaussement de barrages, qui sont des projets très intéressants. Mais aujourd'hui, personne n'investit. Pourquoi? Parce que le prix de l'électricité est beaucoup trop bas à cause de la stratégie allemande qui a misé sur le solaire et sur le charbon. Je crois qu'on est en train de faire la même erreur avec cette stratégie. Je n'ai pas envie de continuer de détruire nos barrages. Il faut qu'on puisse réinvestir dans ces barrages. Et c'est ça l'alternative. Et je suis sûr que ça suffira. Alors, Madame Leutard, vous vouliez répondre d'un mot et puis après, il faudra conclure.
Le potentiel pour l'hydraulique, ça existe, mais c'est très, très limité. Là, on a vraiment des grandes discussions avec la protection du paysage. Alors là, on a fait pas mal de sondages. Tous les cantons ont travaillé sur des projets possibles. Tout le monde est favorable, mais ça reste limité, le potentiel pour l'hydroélectricité. Il faut vraiment avoir le mix avec le solaire. On oublie surtout le bois, la biomasse et la géothermie. Ce sont des chances pour beaucoup de régions. Et ce qui était vraiment bien dit de M. Nordmann, les investissements, ce sont des investissements en Suisse, production indigène et pas à l'étranger. Et ça donne aussi beaucoup de place de travail pour les régions. Si, il y a plusieurs entreprises. Alors, en tout cas, on arrive au terme de ce débat, mesdames et messieurs, et c'est le moment de conclure. Et je laisse le mot de la fin à Doris Leuthard et à Benoît Jeunecamp. Doris Leuthard, d'un mot, quel est votre argument principal pour convaincre les Suisses d'accepter la stratégie énergétique 2050 le 21 mai prochain? Si on veut vraiment sortir du nucléaire, il faut voter pour une production indigène, production propre, production des renouvelables et à bon marché. Benoît Jeunecamp, quel est votre argument principal pour convaincre les Suisses de rejeter la stratégie énergétique 2050? C'est une stratégie qui est le produit de l'émotion post-Fukushima qui, à grands frais pour la population, ne règle pas la question principale que le gouvernement doit se poser, c'est comment j'assure la sécurité de l'approvisionnement. À cette question-là, il n'y a pas une réponse satisfaisante. Donc, comme à l'école, quand le travail est mauvais, même si l'élève a travaillé pendant 6 heures, en l'occurrence c'est 6 ans, il faut lui renvoyer sa copie parce qu'il peut sans problème faire mieux. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Le 21 mai prochain, en tout cas, c'est vous qui aurez le dernier mot. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat d'actualité. Merci de votre fidélité et à très bientôt.